Bonjour à tous et bonjour à toutes. Sinon, bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans votre rendez-vous du lundi qu'on a nommé Tour d'Europe. 55 minutes pour faire le point sur l'actualité chaude du football européen avec un œil attentif sur les Guinéens d'ailleurs, les géants de la Liga et les intrigues du vestiaire qui enflamment du côté du Real de Madrid. Ce 4 août, entre mercato frileux et tournée estivale très bouillante du côté du FC Barcelone, l'Europe du football continue de s'agiter et aujourd'hui on va parler des Guinéens d'ailleurs, spécialement d'Amadou Diawara et de Morlaye Sylla. Et de l'autre côté nous allons parler du Barça qui fait du 3 sur 3 dans sa tournée asiatique et on va clôturer ce débat par le Real de Madrid où Mbappé est en train de glaner tous les privilèges. On va en débattre si ça peut nuire à ce vestiaire du Real de Madrid. Mais bien avant, on va saluer nos chroniqueurs et puis commencer les débats après. Ça va vraiment s'envenimer dans ce studio. On commence par Mané, le tout-terrain. Il était là le matin et il renouvelle ses vœux. Il est là encore. Bobo Mané, bonsoir. Bonsoir à Gambaldi, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. C'est un plaisir. Alors, l'homme de Koya, on enchaîne avec vous. Passi Bangoura, bonsoir. Bonsoir Jean, bonsoir à ces millions de téléspectateurs et d'auditeurs. Alors, on va finir par le plus turbulent de ce studio, Souaib Diakité. Au début, les gens disaient qu'il était très sage. J'ai dit il faut attendre de voir un mois après. Et là, on découvre l'autre facette de l'homme. Souaib Diakité, bonsoir. J'ai envie de répondre avant même de répondre à la salutation, mais je préfère encore patienter. Bonsoir et bienvenue à tous. Ça aussi, c'est une réponse. Ouais. Tu as répondu sans répondre. Il n'y a pas de problème. Je te connais, tu es stratège. Tu vas prendre le temps pour répondre au cours du débat. Alors, actualité oblige, nous allons nous arrêter un instant sur la victoire du Syli local, on va le préciser pour ne pas que les gens se trompent. La Guinée qui s'est imposée 1-0, c'est un score minimal, on est d'accord, face au Niger d'entrée de jeu au niveau du CHAN. Quelle lecture vous faites de cette victoire très rapidement, Bobo? Je disais c'est une victoire méritée parce qu'on a largement dominé les débats du début. En première période, mais en seconde ça a été plus serré quand même. Oui, vous savez c'est comme ça, dans un match de football, voilà, il y a les deux premières, il y a la première explication de la seconde. Donc ce qui compte c'est la victoire finale parce que je disais le matin on avait besoin de cette victoire pour entamer très bien la compétition parce que dans une compétition si vous commencez par une victoire parce que ça va donner vraiment une issue favorable pour la suite de la compétition. Alors Passy, vous étiez préoccupé à la mi-temps et vous disiez il fallait qu'on gagne. Ouais. Et là, dès le retour des vestiaires, ils vous ont écouté, ils ont marqué. Oui, tout à fait. Je crois que l'entraîneur, il a bien su profiter de cette entrée en matière. À mon avis, je dis que c'est encore bon et pour cette compétition où la Guinée veut vraiment se faire respecter. Moi, je trouve que c'était une équipe, je vais parler bel et bien de Syli National, très promoteuse, mais d'où la défense. C'était le Niger en face quand même. Voilà, face au Niger, il faut dire un adversaire taillé sur mesure, certes, face au poulain de Souleymane Abedi, il va falloir quand même revoir encore la copie parce que la défense est un tout petit peu fébrile, il faut le comprendre. Oui, mais elle n'a pas encaissé tout de même. Les derniers, oui, elle n'a pas encaissé, mais il y a eu des failles défensives qu'il ne faut vraiment pas accepter face à d'autres adversaires ou face à d'autres lignes d'attaque très efficaces. Ouais. Certes, on peut dire que l'adversaire était moins de taille ou qu'il était un tout petit peu ils sont pas le Sénégal en face. Voilà, ils ne sont pas rapides sur les derniers gestes, ils ne sont pas lucides sur les derniers gestes. Il faut comprendre que face à d'autres situations, face à d'autres adversaires, il va falloir resserrer encore la défense, poser bien, parce que j'ai remarqué moi personnellement une indiscipline tactique au sein de la défense où face à certains adversaires, face à certains attaquants, ils ne vont pas vraiment pardonner. Donc c'est une équipe promoteuse, c'est une équipe qui peut vraiment aller loin dans cette compétition si les secteurs de jeu sont respectés par les occupants. Alors Souaib, une victoire et un but marqué dans le jeu. Il faut s'en féliciter. C'est la première sortie des hommes d'Abedi. On a dit beaucoup de bien de lui cette semaine. On ne reviendra pas sur tout. Mais quelle lecture vous faites de cette première victoire, première rencontre, première victoire? Du positif, on garde du positif, même si tout n'a pas été génial, mais on garde du positif.
c'est très bien souvent de s'imposer lors de son entrée en liste dans une compétition. On sait comment ça peut galvaniser tout le groupe, ça peut nous aider également à affronter les autres équipes avec beaucoup plus de confiance, d'assurance. Donc pour moi, on garde du positif. Alors, ça c'était une parenthèse, on en reviendra plus largement soit demain ou après-demain en prélude à la deuxième sortie parce que c'est un groupe quelque peu très serré. Il faudra rééditer cet exploit pour la prochaine sortie. Et on commence avec nos ambassadeurs de football guinéen à l'étranger et c'est des fortunes diverses, on est d'accord. Bonne ou mauvaise nouvelle pour Amadou Diawara qui s'engage avec Leganés. Et de l'autre côté, ça tangue toujours. Notre chouchou national n'a pas de destination. On commence par la bonne nouvelle. Amadou Diawara qui s'engage enfin officiellement avec Leganés. Que dire de cette nouvelle? Pour une fois, j'ai envie d'être positif, comme je l'ai dit à l'entame. C'est une bonne chose pour moi parce que c'est vrai qu'on a besoin du niveau dans notre équipe nationale. On a envie que nos joueurs signent dans des clubs qui jouent des championnats compétitifs. Mais la Segunda, ce n'est pas aussi un championnat qui est déjà largué du point de vue de niveau. Et surtout que Leganés, c'est un club qui vient juste d'être relégué. Donc il y a encore quelques anciens. Il va d'ailleurs retrouver un compatriote de ce côté. Donc pour moi, il y a du niveau. À lui maintenant de pouvoir travailler et avoir du temps de jeu parce que c'est pas seulement... Il ne s'agit pas de signer dans un club, il va falloir qu'il joue. Il y aura de la concurrence, sachant qu'il évolue à un poste qui est déjà occupé par Seydouba. Il est pratiquement au milieu 6 également de ce côté. Donc il y aura une guerre... Peut-être qu'il jouera plus bas. Une guerre un petit peu fratricide au milieu de terrain. Mais on souhaite que les deux jouent ensemble. Ça serait une très bonne chose déjà. Et voilà, on ne peut qu'être... content, au moins il a trouvé un club. Alors, info pratique, il était libre de tout contrat. Rappelons qu'il a joué au Naples, à l'AS Rome, à Anderlecht. Et depuis début 2025, il était en Espagne, en Segunda. Et là, il s'engage officiellement pour 2 saisons avec Leganés, avec un objectif clair. Pour Leganés, revenir très rapidement dans l'élite espagnole. Pour vous, c'est un bon choix pour relancer une carrière qui dormait depuis 2 ou 3 saisons? Oui, c'est un bon choix parce que tu l'as déjà dit, parce que c'est un club qui est vraiment habitué capable de relancer les joueurs parce que je pense que l'acclimatation ne va pas être très compliquée parce qu'il y a déjà un Guinéen qui évolue là-bas, c'est du Bassissé. C'est un bon choix parce que voilà, s'il n'y a pas il n'a pas trouvé d'autres PNL, je pense que c'est un club il pourra, même si la bataille va être féroce, c'est un club qu'il pourra avoir le temps de jeu pour pas relancer sa carrière parce que voilà, l'équipe nationale, au sein de l'équipe nationale, on sait que si tu n'as pas un club, tu n'as pas de jambes, tu ne joues pas, ça va être compliqué d'être sélectionné en équipe nationale. Je pense que c'est un bon choix pour lui de relancer un peu sa carrière. Alors, c'est en Segunda B, on est d'accord, mais le club de la Banlieue de Madrid, c'est important de le rappeler, Leganés est à Madrid, même si c'est dans la Banlieue. Il retrouve en même temps un compatriote dans cette équipe qui a fait une excellente saison la saison dernière. Et moi, je me souviens de la rencontre face au Barça et face au Real. C'est comme si l'équipe choisissait ses rencontres. Ouais. Et en termes de vitrine, vous pensez qu'il ne s'est pas trompé peut-être? C'est peut-être différent même des joueurs qui voudraient ou qui sont en train de choisir des clubs qui jouent le maintien du côté de l'Arabie Saoudite. Bonne nouvelle pour lui, hein? C'est ce qu'on peut dire. Et en tout cas, lui, il a su se trouver la tête, ou en tout cas un petit lit où il peut vraiment se reposer dans la se relancer. Leganés veut remonter très rapidement dans l'élite. S'il a l'ambition, parce que c'est ce que Chouab vient de dire, ce sont des clubs à l'image du championnat espagnol. Vous ne les trouverez pas en train de faire le gros jeu, mais vous allez les comprendre en train de faire, en tout cas, un rôle très crucial dans le championnat. Ils vont sortir tous leurs griffes face à ces grands clubs, c'est-à-dire le Real, le Tico, Barça et tant d'autres. Mais ils vont jouer leur rôle en tant que les clubs qui jouent pour le maintien. Si Amadou Diawara trouve nécessairement cet endroit pour lui, pour se relancer, moi je trouve que certes d'un côté il a dégringolé parce que quelqu'un qui a joué à l'AS Roma, qui a joué à Anderlecht et qui se retrouve au sein de Leganés, je trouve que c'est un point de chute pour lui. Il se reste que pour se repositionner encore une nouvelle fois dans sa carrière, mais l'endroit serait encore profitable. Maintenant,
il va affronter cette concurrence qui va vraiment accueillir dès même les premières heures d'entraînement parce que le milieu de terrain du Leganés est assez garni. Moi, j'ai commenté leur match la saison dernière. Ce sont des jeunes qui jouent sur l'athlétisme. Et vous connaissez les qualités de Amadou Diawara. Sedouba, si c'est un moment qui était pointé du doigt de sa lenteur, vous avez vu la saison dernière combien de fois il appuyait sur l'accélérateur pour faire remonter le plus rapidement que possible les jeux de Leganés. Maintenant, Amadou Diawara en tant que sentinelle, certes il va temporiser le jeu, mais aussi il va être le responsable de la charnière défensive pour vraiment garantir le secteur de la défense du jeu. Oui, on ne se lassera pas de le rappeler, depuis 2 saisons carrément, il n'a pas eu de stabilité entre les blessures, les changements de club et même il a été rétrogradé en équipe nationale. Ça fait un peu plus d'1 an qu'il n'a pas été appelé. Qui doit-il changer pour s'imposer d'abord durablement dans cette équipe de Leganés, malgré que c'est une équipe qui a été reléguée il y a quelques mois, mais elle a des forces vives dans cette équipe? Déjà, essayer de se relancer athlétiquement, être un petit peu plus constant, pouvoir jouer des matchs sans se blesser, c'est ça le plus important pour lui parce que on connaît le joueur, il n'a jamais été un impact player, Amadou Diawara, mais il a une technique, il a une palette de jeu, il a une vision élargie. Et on avait promis une très grande carrière quand il démarrait du côté de Naples. Après, il était courtisé par beaucoup de clubs, même en Première Ligue, par Chelsea. Malheureusement, c'est aussi ça le problème des footballeurs guinéens. Ça démarre très fort et ça dégringole assez rapidement. Et ça, c'est dommage pour lui. Il a totalement régressé. Régressé, j'y arrive. Malheureusement, c'est à Leganés, mais je préfère qu'il signe à Leganés plutôt que d'aller dans un championnat qu'on ne connaît pas, où on ne peut pas juger le niveau de jeu. J'ose croire qu'en Seconda B, par exemple, il y a des clubs qui ont du niveau Liga, qui viennent d'être relégués d'ailleurs Leganés. Je pense que s'ils mettent tous les ingrédients, ils ne vont pas tarder à remonter en première division. Donc, c'est un très bon point de chute pour lui. Maintenant, à lui, comme je l'ai dit, de maintenir un niveau physique stable, normal, éviter des blessures et pouvoir s'imposer d'abord dans son club et pourquoi pas avoir des bénéfices également pour l'équipe nationale. Oui, dans les interventions, il m'a semblé que certains voulaient s'inquiéter d'une probable concurrence entre lui et Seydouba. Vous voyez plutôt Diawara jouer plutôt 6 statique que Seydouba qui jouera un peu plus haut, ou vous les voyez être mis en concurrence? C'est à l'entraîneur de décider, pourquoi pas essayer les deux à la fois, parce que voilà, Seydouba... Vous aimeriez voir les deux, vous, c'est cela? J'aimerais voir les deux, mais pour moi, Seydouba, c'est quand même un peu favori parce que voilà, vu la saison qu'il a réalisée avec cette formation, voilà, il est capable d'apporter son abattage à gabarit technique, même si voilà, Amadou Diawara, il a ce côté, il a cette vista, cette vision de ce qui permet quand même de relancer l'équipe pour amener des contre-attaques éclairs. Ça va être une concurrence féroce parce que voilà, ça ne va pas être une bataille gagnée parce que voilà, au sein de cette formation, il y a des joueurs vraiment très très athlétiques. Alors, on va mettre fin à ce sujet pour aujourd'hui. On va passer sur Morlaye Sylla, et ça fait 2 à 3 semaines où on ne rate pas l'occasion d'évoquer son mercato. Il y a 2 semaines, on parlait de Bournemouth. La semaine dernière, c'était Southampton. On a parlé de Southampton, on a parlé aussi de Damak FC. Et ni l'un ni l'autre ne s'est concrétisé. Il est toujours sans club. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce joueur? Qu'est-ce qui vraiment bloque ce joueur pour s'engager définitivement avec un club? Tous les joueurs sont revenus des vacances et lui, il est sans club. C'est inquiétant, vraiment c'est inquiétant parce que voilà, Morlaye Sylla, le monde là qu'on connaissait de Orea et de Haruka, c'est pas le même Morlaye qu'on connaît parce que je ne sais pas, peut-être il n'y a pas de communicants autour de ce joueur parce que voilà, le talent, on a dit intrinsèquement, c'est un joueur vraiment qui est énorme, qui est capable d'apporter beaucoup de plus sur le terrain. Maintenant, c'est inquiétant parce que voilà, il fait partie l'un des joueurs de notre équipe nationale. Donc, s'il n'arrive pas à trouver un point de chute rapidement, lui, on le connaît, ça va être très compliqué. On parlait récemment de Damak, on parlait de Southampton. Ce sont des rumeurs. On n'a pas vu d'abord de réalité. Donc, peut-être il est en train de se poser des questions. Mais s'il n'arrive pas à trouver un point de chute,
ça va être très compliqué. Ça prend beaucoup de temps. Il était courtisé par des clubs allemands, Sampaoli, courtisé aussi, même au Portugal. Mais rien ne s'est fait. On est toujours au stade des discussions et parfois ça dort à ce niveau. Jusque-là, en tout cas, selon Foot Mercato et le quotidien Bola au Portugal, il n'a pas fait aucun contrat. Et là, la question qui nous taraude l'esprit, pourquoi, qu'est-ce qui bloque l'intérêt de ces clubs à passer à la vitesse supérieure pour engager Morlaï? Passi. Bah oui, l'intérêt, si l'intérêt n'est pas partagé ou l'intérêt n'est pas aussitôt, en fait, c'est pas bien servi, je crois qu'on ne peut vraiment pas se saisir. Ou peut-être qu'il ne trouve pas son compte, parce qu'il a des exigences un peu plus élevées. Il y a tout, des exigences bien sûr, ça c'est dans le cadre professionnel, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est aussi juger nécessaire sur le cadre professionnel du joueur, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les choses sont au clair. En fait, rien ne passe de façon inaperçue aux yeux des gens. On sait que Morlaï, vous l'avez rappelé, on a rappelé ici à maintes reprises ce qui tourne autour de lui dans le cadre professionnel. Vous avez même suivi tout récemment, il y a eu cette Bisbee qui a associé sur son compte. Il a fallu, d'après des indiscrétions, qu'il y a eu une de ses chargées de communication de nationalité camerounaise qui a posté sur sa page Facebook quelque chose d'une probable séparation, si je ne m'abuse, entre lui et Arouka. Vous vous rappelez de cette histoire? Donc, si d'un côté le club s'est vu ou a senti quelque chose qui d'ailleurs va ternir leur image, ils vont se dessaisir de tout ce qui est opportunité, de tout ce qui est offre également sur le joueur et se débarrasser. Moi, je trouve que ça doit l'inquiéter et inquiéter son entourage. Maintenant, la seule solution sur laquelle les gens peuvent se rabattre, c'est de vendre le joueur sur sa qualité intrinsèque, comme l'a dit Mané. Il est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs, on peut dire guinéen, et qui a essayé de s'élancer dans le foot européen, tel que Arouka. Vous vous rappelez, il a joué combien de matchs et il a planté combien de buts, combien de passes décisives. Il serait-ce que ces statistiques pourra le mettre, il peut mettre ça sur le plateau, essayer de trouver une porte de sortie afin de trouver un club. La dernière fois, on a vu sur son post Facebook où il a publié sur, en tout cas, son aventure, son histoire footballistique. Mais moi, je dis que c'était même pas nécessaire, sachant que ça n'a pas été concrétisé en Arabie Saoudite. Et de l'autre côté, il n'y a pas eu encore, en tout cas, une porte de sortie. À mon avis, je dis que c'est encore difficile. Et sur cette question qui est liée sur Morlaï Sylla, il est encore difficile de se déterminer là-dessus parce que ça s'avère flou et encore flou. Il n'y a pas de lumière. Je vous sens, je vous vois en train de vouloir caresser le joueur de... je ne vais pas le caresser, mais alors, il faut comprendre que... Moi, je vais poser une question peut-être qui peut fâcher. Est-il mal conseillé ou trop exigeant dans ces négociations? Si 2-3 clubs se sont manifestés, au final, ça ne se concrétise pas. C'est l'un ou l'autre des parties. Vous savez, il y a tellement de choses autour de ce joueur. On en a débattu ici à plusieurs reprises. Des communications mal organisées, des sorties qui ne sont pas maîtrisées, une carrière en demi-teinte, un joueur très très talentueux. Malheureusement, qui n'aura pas été à la hauteur de tout ce qu'on espérait de lui. Et en tout cas, on l'a vu ici quand il explosait avec le Sili local dans le championnat africain des nations. On l'a vu également avec le Oroya AC. Malheureusement, c'est dommage, moi je trouve, pour un joueur de son talent, qu'il puisse être libre de contrat d'un club comme Arouca, qui n'a pas le niveau de Benfica, de Porto, ni même du Sporting Portugal. Ça reste du Morlaï. Moi je trouve que dans ce dossier, il y a tellement de non-dits parce que lui-même, il fait des déclarations parfois où il dit personne ne gère ma carrière, je veux gérer ma carrière comme je le veux. Donc on ne sait pas où il va signer. Tantôt on entend des rumeurs du côté de l'Arabie Saoudite, de l'Angleterre. Franchement, à un moment donné, il va falloir qu'il se bouge parce que il est encore très jeune, 27 ans je crois, donc il a encore beaucoup d'années devant lui. Voilà, 26-27, il a beaucoup d'années devant lui et l'équipe nationale a également besoin de lui. Passi disait qu'il était le meilleur ou l'un des meilleurs joueurs de guinéens, on va dire comme ça, en tout cas sur le plan potentiel, ouais. Tout ce qu'il démontre, même si c'est pas sur le terrain qu'on voit aussi longtemps. Malheureusement pour lui, maintenant, moi je trouve ce sujet
j'ai même du mal à me prononcer comme il a dit. Il y a tellement de non-dits, c'est pas trop clair là-dessus. Maintenant, on est pratiquement à la fin du mercato. Le championnat portugais a déjà démarré et lui, il est encore sans club. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il se trouve très rapidement une porte de sortie ou quelque chose en point de chute pour entamer la saison. Déjà, on ne sait même pas s'il est au niveau athlétiquement parce qu'il n'a pas participé à la préparation collective avec son club. Il aurait pu peut-être venir au pays, travailler avec son ancien club. Beaucoup de joueurs le font. Isaac le fait actuellement du côté de la Real Sociedad. Il n'est pas dans le groupe avec Newcastle. Il s'entraîne en Espagne. C'est une possibilité. Donc lui, il a préféré rester seul. C'est peut-être bien pour lui. Mais ça va être compliqué, même quand il arrivera à signer dans un club, il va falloir qu'il se mette très rapidement au diapason de l'équipe où il ira. Sinon, ça sera encore une fois des blessures, des nouvelles rechutes et ça serait encore plus dommage pour lui. Alors, à 26 ans, faut-il s'inquiéter de sa progression et même de la suite de sa carrière? Parce que pour jouer, il faut trouver un club. Il faut-il s'inquiéter parce que voilà, s'il n'a pas un club, il n'a pas de temps de jeu, ça ne va pas, on n'aura pas le meilleur de monde là, que ce soit en équipe nationale ou bien que ce soit en club. Mais je pense qu'il a dit qu'il avait une envie peut-être, c'est avoir de l'argent, c'est ce qu'il avait dit. Hein. En fait, je vous entends très bien en écoutant les gens et ils imaginent qu'en signant en Arabie Saoudite qu'il va glaner beaucoup d'argent et dans les différentes discussions, ce qui ressortait, c'est 1 million d'euros par an. Vous imaginez, ça c'est ce qui gagne un joueur moins en Europe, carrément. C'est trop peu pour gagner de l'argent, en tout cas comme le font les Cristiano, les autres joueurs. Il faut avoir une carrière qui plaît dans votre faveur. Avant, vous ne pouvez pas quitter Arouca et prétendre à un salaire astronomique. Il faut signer dans un grand club, éprouver, ensuite aller. Alors, pour ce qui est du Sili, Naby est vieillissant, on est d'accord. Le milieu de terrain manque de créativité, quoi qu'il en soit. C'est sur Morlaï que tout le monde misait. Et là, est-ce qu'il faut véritablement s'alarmer, il faut s'inquiéter de la suite, non seulement de sa carrière et du Sili dans la suite. On n'est pas à la CAN, mais il faut déjà commencer à préparer l'avenir. C'est inquiétant à tous les niveaux parce que quelqu'un qui n'a pas joué en tout cas une saison, s'il a joué, il n'a fait que combien de journées, 2 buts, une passe décisive, 5 cartons jaunes. Je trouve que ce sont des statistiques qu'on ne peut vraiment pas vendre si on veut vraiment respecter les principes de l'équipe nationale. Parce qu'on nous dit très souvent que les principes de l'équipe nationale, il faut avoir la forme du moment. Oui, c'est la forme du moment. Oui. C'est la forme du moment. Alors, est-ce que Morlaï, il a explosé de ses formes qu'on connaît de lui et disons la saison dernière à Arouca? Je dis que non. Donc c'est inquiétant à partir du moment où il n'a pas eu de temps de jeu, non seulement dans son club, et les statistiques ne sont pas vendables. Je ne trouve pas nécessairement de retrouver l'équipe nationale. Moi je dis que c'est vrai, il est l'un des ventilateurs, les rouleaux compresseurs de cette bataille de milieu, mais à cette allure, on ne peut pas miser sur lui si on veut vraiment respecter l'identité de jeu et puis l'image du football national. Moi, je trouve qu'il y a des jeunes qui ont envie vraiment de jouer, de retrouver le rectangle vert, le cercle du milieu de terrain guinéen. Il serait mieux de préoccuper ou lancer un défi, créer de la concurrence pour leur faire comprendre, lui et tant d'autres qui ont envie de jouer également au sein du Sili, et que les talents les mettront au devant de la scène. Alors, moi je trouve ça problématique. Hein. Oui. Aujourd'hui, quand on fait un comparatif avec l'équipe nationale du Sénégal, Morlaï, il n'en peut pas dire qu'il est plus jeune que... plus âgé que Idrissa Gueye par exemple, des joueurs comme Pape Matar. Pape Matar Sarr, l'autre du côté de Villarreal, le gaucher, c'est un autre Pape Gueye. Voilà, j'y arrive. C'est pas comme s'il était plus âgé que ceci, malheureusement. Mais à un moment donné, il faut beaucoup plus de sérieux. Le talent seul, ça suffit pas. Mais c'est jamais imposé avec le Sili quand même. Et le problème d'ailleurs avec le Sili, parce qu'il est souvent sélectionné avec l'équipe nationale, c'est qu'il n'y a pas trop de concurrence dans l'entrejeu. On parle de lui aujourd'hui, mais il ne s'est pas imposé. Il n'y a pas beaucoup de joueurs aussi qui se détachent devant lui, qui s'imposent en titulaire dans leur club. Aujourd'hui, Moriba s'est beaucoup plus confirmé, même s'il avait des soucis. On estime qu'il sera là lors du prochain rassemblement. Mais c'est véritable concurrence. C'est Agibou Kamara, c'est Seydouba Cissé. Et c'est pas comme si ceci-là aussi, même si Seydouba, c'est plus régulier. Cette saison, c'était plus régulier avec les Ganes. Mais de l'autre côté, il n'y a pas trop de concurrence. Et moi, je trouve ça un petit peu dommage. C'est ce qui fait aussi, ça pousse pas des joueurs à se surpasser, à être beaucoup plus sérieux.
vous êtes dans la même lancée. Il faut véritablement questionner son avenir avec l'Ocili. À 26 ans, c'est très tôt. Mais c'est peut-être trop de questionner son avenir avec l'Ocili quand même. Mais c'est pas très tôt. Mais s'il ne bosse pas très dur, comme m'a dit, parce que s'il ne joue pas, donc s'il ne met pas du sérieux sur son talent, il ne va pas postuler pour un poste de titulaire au sein de l'équipe nationale. Parce pour être sélectionné d'abord. D'abord, oui. Ça, donc, appartenir aux 24. Donc pour être sélectionné d'abord, il faut avoir du temps de jeu. Et ça, c'est la forme du moment. Donc on ne va pas briser les étapes et dire comme c'est bon là, ici, là, on va faire l'exception. Donc s'il veut être sélectionné à l'équipe nationale, d'abord, il faut d'abord trouver un point de chute au sein de l'équipe nationale. Et pardon, dans un club, après espérer maintenant pourquoi pas une place de l'équipe nationale. Alors comment envisagez-vous la suite de la chose? Peut-être qu'il va confirmer avec Tamac ou vous êtes plus alarmiste que ça sera un peu plus difficile pour lui? Avec Tamac, moi je trouve que c'est l'occasion pour lui. Mais depuis une semaine, les discussions sont en cours et on ne sait même pas si elles ne se sont pas arrêtées. Les discussions sont en cours. On aimerait tous peut-être le voir signer au sein d'un club parce que c'est Morlaï, c'est quelqu'un qui a mis tout le monde d'accord de ce qu'il fait et il est très intelligent. C'est un jeune, en tout cas quand il a le ballon, vous êtes véritablement à l'aise parce que sa manière, sa conduite, sa flexibilité avec le ballon, ça peut encore nous mettre en confiance pour en tout cas une éventuelle convocation au sein de l'équipe nationale. Mais quand il ne joue pas, c'est inquiétant et puis nous allons tous pleurer pour lui parce que un joueur à 26 ans est resté sans club. Je crois que d'un côté il en est responsable de ce qui lui arrive aujourd'hui parce qu'il a projeté tous ses projecteurs sur lui et puis attirer l'attention sur les gens, sur son entourage, sur sa carrière professionnelle. Ouais. Donc si quelque chose, le monde entier a informé de ce qui est sur Morlaï autour de lui et qu'il se débarrasse parce que le monde professionnel, ça ne pardonne pas. Ouais. Je vous rappelle une petite anecdote. Yorobo qui joue aujourd'hui avec cette équipe locale, on l'a formé, moi je l'ai formé, je l'ai encadré. Automatiquement, on l'a fait voyager à Génération Foot. Le jour que Metz est venu pour le détecter, il s'est couché à l'hôtel jusqu'à 6h, pendant que l'équipe devrait se rendre à 4h45 au stade Djambar. Il s'est réveillé à 6h, il est parti avec les dirigeants. C'est là que M. Salam Lam a dit qu'il n'est pas professionnel, il n'est pas prêt à le recevoir. On l'a envoyé son prix d'avion. En fait, le monde professionnel ne pardonne pas. Il va falloir, je m'excuse, il va falloir que Morlaï, en tout cas, revoie sa copie professionnelle et puis aller avec le football et le talent qu'il a et mettre ça en valeur. Et puis, il va retrouver les grands clubs qu'il attend sur le terrain. Alors, peut-être pour clôturer là-dessus, globalement, cette situation est la conséquence de toutes les décisions qui ont été prises. On se souvient de la saga en janvier, lors du dernier rassemblement. Il est parti au Sénégal, il est revenu par là, de sa signature avec 2 agences différentes d'un même contrat, etc. etc. C'est la conséquence de tout cela. Il faut qu'il remette peut-être de l'ordre dans sa vie et dans son entourage pour espérer retrouver le cours normal de sa carrière. Bien entendu, d'ailleurs, si on en parle, c'est pas parce qu'on est contre le joueur, c'est parce qu'on l'aime, c'est parce qu'on est pour lui. On sait qu'il a un très grand talent, très grand potentiel. On a envie qu'il brille, qu'il donne beaucoup plus pour notre équipe nationale parce que c'est notre pays à tous. Et donc à lui maintenant, parce que oui, nous on va profiter quand il nous fait gagner des matchs, on sera heureux, mais le nom ça l'appartient. On dira toujours c'est Morlaï qui a fait gagner l'équipe, c'est Morlaï qui fait ci, c'est lui qui fait ça dans un bon comme dans un mauvais sens. Donc à lui de corriger le tir, à lui de voir le vrai sens de sa carrière, de donner une vraie tournure à ce qu'il veut faire. Ce n'est pas un enfant. Aujourd'hui, à 26-27 ans, on a à fleur d'âge, on est à maturité normalement sur le plan footballistique. On n'est plus trop jeune, on n'a même pas trop besoin d'avoir beaucoup de conseillers autour de soi pour pouvoir rediriger sa carrière. Maintenant, aujourd'hui, comme ce que vous avez dit, je pense que c'est la conséquence de tout ce qui est arrivé autour de lui depuis le début de sa carrière. En tout cas, depuis qu'il a explosé aux yeux du monde, des sorties ratées, des communications manquées, des décisions un petit peu qui sont prises à la légère, malheureusement. Pour lui, pour sa carrière, en tout cas nous on aimerait qu'il rebondisse rapidement dans un club pour le bonheur et de son entourage, de lui-même, mais du football guinéen également. Alors, à Morlaï Sylla, nous lui souhaitons bonne chance. On espère qu'il va trouver très rapidement un point de chute dans un club qui va lui permettre d'exprimer la plénitude de son talent parce qu'il a un talent immense. On va espérer qu'il retrouve très rapidement un point de chute et nous donner du plaisir parce qu'il a quelque chose à offrir à 26 ans. Bonne chance Morlaï. Et nous, on va passer au prochain sujet et
On va parler du Barça pendant que certains peut-être peinent à marquer des buts. Il y a des clubs qui enchaînent des buts et des jeunes joueurs qui commencent à marquer du côté du Barça. Avec une tournée du 3 sur 3, 3 matchs, 3 victoires, les hommes de Hansi Flick ont réalisé une tournée asiatique plutôt satisfaisante. Maintenant, la question que nous on va se poser, que faut-il retenir de ces 3 victoires-là au vu des adversaires? Que faut-il retenir? Ce qu'il faut retenir d'abord, c'est une tournée réussite parce qu'il y a toujours cette collectivité au sein de cette formation de FC Barcelone. Seulement l'aspect défensif, vous avez des inquiétudes parce que voilà, Ronald Araujo avait répété les mêmes horaires lors de la précédente édition. Donc, on a vu la blessure le blessure de Pau Cubarsí dans la globalité parce que dans la globalité, on a vu encore un certain Mascherano qui a commencé à retrouver la couleur. Il a déjà marqué son premier but. Et pour moi, je vais dire que c'est une tournée réussite, une tournée parfaite. On attend de voir ce qu'il va donner parce que la saison, c'est dans 2 semaines, la reprise de la Liga. Alors, Passy, la semaine dernière, vous disiez que vous ne comprenez pas le Barça, pourquoi il ne choisirait pas Manchester, il ne choisirait pas Chelsea pour les matchs amicaux. Ça ne sert à rien d'affronter d'autres clubs, mais tout de même, il faut savoir construire sur des victoires. C'est beaucoup mieux que de construire sur des défaites. 3 matchs, 15 buts marqués, 4 buts encaissés. Des nouveaux joueurs qui sont arrivés ont tous marqué et les jeunes joueurs aussi se font de la place. Il faut peut-être se réjouir de ça, ou bien vous êtes dans votre lancée de vouloir tout balayer. Ce qu'il faut comprendre, c'est vrai, d'autres vont me coller cette étiquette de Barcelonais, je suis d'accord, mais derrière ce crachoir... Qui aime bien, châtie bien, alors. Mais derrière ce crachoir, je trouve qu'il va falloir qu'on dise le professionnalisme, qu'on parle dans le cadre professionnel. Je ne suis pas contre de cette tournée asiatique. Les adversaires, maintenant, c'est là où moi je suis en train de fustiger. Gagner 3 buts à 1, 7 buts à 3 ou 5-0. C'est vrai, c'est le Barça. Qui dit Barça face à des clubs de la sorte, de la seconde zone, forcément, c'est l'écrasement total. Ils vont forcément sauter. Ils ont bien su profiter de cette tournée. Ils ont su s'extirper de cet arsenal de petits clubs qui sont au niveau de l'Asie. Aujourd'hui, est-ce que ça peut être pour eux une très bonne préparation? C'est la grosse question que moi je me pose. Est-ce que c'était les adversaires qu'il fallait vraiment rencontrer dans la phase préparatoire pour mieux aborder une saison sportive très compétitive? Sachant qu'on a la Liga où la concurrence est assez rude. Il y a le Tico qui est là, il y a le Real Madrid et tant d'autres prétendants qui veulent vraiment retrouver la tête du peloton. Sachant que la Ligue des Champions est assez rude et qu'ils ont perdu avec toute cette pression avec Hansi Flick. Et puis derrière, il y a d'autres prétendants aussi qui ont envie de soulever ce trophée. Et faire des scores fleuves avec des clubs asiatiques, moi je dis que c'est vrai, c'est le Barça. L'aventure a été belle. Mais vous me posez cette question de commenter là-dessus. Je dirais que je ne suis pas satisfait de cette préparation. Alors, vous êtes dans la même lignée. Gagner 3 matchs avec des adversaires de niveau, il faut le dire clairement, de second niveau. Ça ne veut pas dire grand-chose et ça ne dit pas clairement sur le niveau du Barça. Mais est-ce que la satisfaction n'est pas ailleurs? Le fait de découvrir de nouveaux joueurs, le fait de voir les recrues marquées, est-ce que ce n'est pas là la satisfaction contrairement au niveau des adversaires? J'aurais voulu que vous nous rappeliez les noms des clubs que le Barça a affrontés en Asie. On va rappeler très rapidement pour ceux qui nous suivent. Voilà, le Barça a gagné face à Vistel Kobe, 3 buts à 1. À 7 buts à 3 face au FC Séoul. Et aujourd'hui, 5 buts à 0 face à Daegu FC. Merci. Des noms d'ailleurs difficiles à prononcer, ça se voit. Moi, je dirais même pas des clubs de second niveau, je dirais des clubs de dernier niveau. Je trouve pas mal. C'est vrai que par exemple sur le plan financier, c'est important d'aller en Asie, de découvrir beaucoup de publics qui ont envie de voir des clubs comme le Barça, des stars, des Yamal, des Lewandowski, Rafinha et ainsi de suite. Mais après, je me dis, sur le plan niveau, je trouve pas que ça soit le plan idéal. C'est vrai, vous pouvez aller par exemple démarrer en Asie, jouer deux matchs, mais après terminer. On avait l'habitude de voir un Barça affronter quasiment le Real Madrid chaque saison du côté des États-Unis. Le Real qui a repris aujourd'hui. Ça reste au moins une semaine de préparation pour tous les clubs, au moins jouer en match amical. Je ne sais pas quel serait le prochain adversaire pour le Barça.
Mais j'ai pas envie de le jouer. Le prochain, c'est en Gamper, oui, le dimanche je prochain. trouve quand même qu'ils étaient largement supérieurs à tous ces adversaires. Ça permet pas de voir le véritable niveau des joueurs, même si les titulaires qui ont joué déjà la saison dernière, on connaît à peu près leur niveau, mais les nouveaux qui ont besoin d'être challengés, de jouer des matchs compétitifs, des adversaires beaucoup plus coriaces, on l'a pas vu. Je vais jamais parler sans toucher Manchester qui a remporté la Premier League Summer Series. On l'a vu, ils ont affronté que des clubs de la Premier League, West Ham, Everton, Bournemouth. Certes, ils n'ont pas remporté le dernier match, mais ils se sont un petit peu josés. Ils ont affronté des potentiels, des adversaires d'ailleurs, pas des potentiels, des prochains adversaires en Premier League. Maintenant, je ne vais pas fustiger ce qu'a fait le Barça, c'est bien. Financièrement, ça a apporté quelque chose au club. Il y a une autre expérience également, le fait de quitter les points habituels, se dégager un petit peu de tout le poids médiatique en Europe ou du côté des États-Unis. C'est aussi une très bonne chose, ça permet aux joueurs de beaucoup plus se libérer. Mais voilà, il y a un autre problème, un autre dilemme, peut-être qu'on n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est un véritable problème, le problème d'enregistrement des joueurs. On a appris même avant le début de l'émission qu'il y aurait eu 5 joueurs du Barça qui ne seraient pas encore enregistrés, dont 2 gardiens, les 2 gardiens, Chesney et Johan Garcia. Oui, on reviendra très rapidement sur ces signatures, mais au-delà de ces résultats, au-delà de tout ce qu'on a dit précédemment, c'est un peu plus de 20 millions d'euros qui ont été glanés par le Barça. C'est un véritable ouf de soulagement quand on connaît la situation économique du club en ce moment. Tout de même, il faut s'en réjouir de ce côté. Oui, il faut s'en réjouir parce que voilà, à mon avis, c'est même la saison de... Ce qui d'ailleurs fait capoter le transfert de Nico Williams du côté de FC Barcelone, parce que voilà, il n'y avait pas cette garantie d'être arrêté à temps pour débuter la Liga. C'est une offre de soulagement, aller vers une tournée du côté de l'Asie et avoir renfloué un peu ses classes. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Même si jouer un match face au Real, ça aurait peut-être mais le Real Madrid, a repoulé quand même. Un peu plus, mais bon, à la décharge de Laporta ou de l'équipe d'encadrement, peut-être ça a donné une explication. Peut-être que c'est de dire que les équipes, pour la plupart, en tout cas les grandes équipes, ont participé à la Coupe du Monde des clubs et viennent juste de reprendre ou ont repris aujourd'hui, comme le Real de Madrid. Alors, une question par rapport aux jeunes, Ronny Bargi, Tony Fernandez, Dro, ou encore Torrent, ou Rashford ou Juan Garcia. Qui vous a le plus convaincu parmi les nouveaux, que ce soit les jeunes ou les recrues? Bon, d'abord, celui qui a d'abord rapidement adapté le système, moi je dis que c'est Rashford. Il a marqué aujourd'hui. Oui, il a marqué. Parce que c'est des jeunes qui ont l'habitude de jouer. Lui, il est plutôt vieux. Voilà. Comparativement aux jeunes de 17 ans. Oui, c'est un ancien. On peut comprendre, mais il s'est très vite adapté avec le jeu du FC Barcelone. Pour un début, moi j'ai dit que je suis encore dubitatif parce que je n'ai pas suivi ces jeunes face à des adversaires qu'il faut. Oui, vous comprenez, pour jauger véritablement leur niveau. Véritablement leur niveau. Merci de me prêter l'expression. Il faut comprendre que le Barça avait tous les moyens, quel qu'en soit, jouer avec, même s'il reste qu'un club de la Liga, pour essayer, parce que là, la concurrence serait toujours là. Les Ganaises, les Vantés et tant d'autres qui vont se dire que oui, c'est le Barça. Parce que même si c'est un match amical, ça va rentrer dans les palmarès également des clubs. Il va falloir... Oui, on va rapidement oublier ça. Il serait judicieux de trouver un club espagnol, jouer avec, et puis voilà. On pouvait vraiment se déterminer sur la valeur intrinsèque de chacun de ces joueurs, de ces nouveaux joueurs-là. Mais avec les clubs de second degré, moi je dis que ce serait difficile pour moi de me dire... Ils auraient pu choisir Arsenal par exemple pour jouer le trophée de Gamper, ça aurait été un autre niveau. Mais tactiquement, on aurait jaugé un petit peu le niveau, mais moi ce qui est inquiétant de ce côté c'est la défense. Ils ont pratiquement encaissé des buts dans les 2 premiers matchs et surtout 3 buts face au Séoul FC. Pour moi, d'ailleurs, la dernière fois, on en débattait. Il y avait des auditeurs qui n'étaient pas du tout rassurés par cette défense. Moi également, je l'ai dit. Martinez qui est vieillissant, Aroro qui ne rassure pas trop. Et le jeune Koubarsi, ce n'est qu'un jeune joueur. Il aura 20 ans cette saison. Ce n'est pas
comme s'il avait une très grosse expérience du très très haut niveau. On a d'ailleurs vu le Barça, malgré une saison flamboyante, ils ont encaissé beaucoup de buts et ça les a même coûté cher en Ligue des Champions. Donc pour moi, ils auraient pu essayer d'affronter des adversaires un petit peu plus coriaces, surtout ceux qui ont des attaquants beaucoup plus difficiles à marquer. Ça aurait permis aux défenseurs de jauger également leur niveau, surtout que le système semi hors-jeu sera beaucoup plus étudié cette saison par les adversaires. Donc il va falloir s'attendre à une adversité beaucoup plus élevée cette saison, même si ça reste un très grand club. Il y a des joueurs qui sont capables individuellement de vous sortir des situations très très compliquées, mais l'adversité sera encore beaucoup plus élevée, surtout que beaucoup d'équipes se sont remportées, surtout en Ligue des Champions, qui est pratiquement l'objectif premier du Barça cette saison. Alors, peut-être pour clôturer là-dessus avec vous par rapport au Barça, y a-t-il un jeune qui pour vous semble avoir pris de l'avant pour rester à l'équipe première, qui vous a en tout cas tapé dans l'œil? Ce serait compliqué pour moi de décider de déclarer quelque chose parce que malheureusement j'ai pas totalement suivi les rencontres, donc j'aurais du mal à définir ou à dégager un nom. Mais pour moi, côté jeune, ce n'est pas un problème. Ils ont pratiquement tous grandi dans le club. Au Barça, il n'y a pas un problème d'adaptation au niveau des jeunes joueurs. Il faut juste leur faire confiance, leur donner du temps de jeu. On a vu comme des joueurs comme Gérard Martin se sont intégrés dans le groupe alors qu'ils étaient pratiquement largués ou le monde extérieur ne leur voyait pas. À ma grande surprise. Oui, dans l'équipe, les Hector Fort, ce sont des joueurs qui également ont eu du temps de jeu, ils ont prouvé qu'ils sont capables de faire quelque chose. Maintenant, il y a d'autres problèmes, beaucoup plus que ça, que des jeunes joueurs. Il va falloir encadrer tout ça et revenir entamer le championnat très très tôt parce que on ne peut pas jouer sans gardien de but. Oui. Alors, on a compris qu'il y a, malgré ces 3 victoires, qu'il y a des questions qui restent en suspens. Le niveau des adversaires, donc si on veut véritablement connaître le niveau du Barça, il faudra attendre le début de la saison. Et de l'autre côté, les problèmes financiers qui continuent toujours. Le Barça qui peine jusqu'à présent à enregistrer quelques joueurs, même si il faut souligner que Laporta a rassuré hier dans une conférence de presse qu'il ne comptait pas forcément sur le salaire de Ter Stegen pour inscrire les joueurs et qu'il a confiance que ça sera fait avant le 10 août. On verra comment ça va se passer avant le début du championnat dans une dizaine de journées. Et nous, on continue notre périple en Espagne et on va partir du côté du Real de Madrid. On ne peut pas parler du Barça et clôturer là-dessus. Il faut aller du côté du Real et puis prendre le pouls. Ils ont repris aujourd'hui l'entraînement et on va parler de Kylian Mbappé qui est arrivé la saison dernière et qui a fait une saison, soulignons-le, extraordinaire, meilleur buteur d'Europe. Patatras. En ce début de saison, on lui a octroyé le numéro 10 qui semblait être promis à Arda Güler. Et selon le journal Marca, il va être le choix premier pour les pénaltys avec le Real de Madrid. Ça n'en fait pas trop pour un joueur qui est arrivé dans un club qui fonctionnait bien, champion d'Europe en titre avant son arrivée, ou bien c'est la récompense d'un talent hors norme? Non, ça en fait trop parce que moi je ne m'attendais pas quand même Kylian Mbappé à avoir tous ces privilèges, c'est vrai. C'est une star mondiale, voilà. Le dossard numéro 10, tout le monde pensait que ça allait hériter à Arda Güler, mais ça c'est pas un problème pour moi. Le problème pour moi c'est parce que tout ce qu'on voit tellement, cela veut dire que maintenant c'est le leader de cette formation parce que Vinicius Junior, il n'est pas d'accord avec le président sur les termes de prolongation de son contrat parce que lui-même souhaiterait avoir le même salaire qu'en train de toucher avec Kylian Mbappé, donc beaucoup plus. Donc, et vous avez Florentino Pérez, c'est un président qui est très tranchant. Quand il dit non, c'est non, ça ne va pas marcher. Peut-être cette saison, peut-être ça va créer encore un peu de déséquilibre entre ces attaquants. Parce que si je voyais que Florentino Pérez a donné tous ses avantages à Kylian Mbappé, peut-être aussi que voilà, les 2 autres attaquants n'ont pas donné satisfaction au cours de cette saison. Alors, on peut dire clairement qu'il est en train de devenir le leader de cette équipe du Real, leader technique, leader côté marketing. Il ne faut pas se cacher. Au Real, au-delà du football, mais on mise aussi sur l'aspect marketing. Ça peut faire grincer encore plus ce vestiaire-là ou pour vous c'est un euphémisme? D'abord, avant d'aller jusque-là, moi je pense que c'était déjà prévisible quand vous signez un joueur comme Mbappé
qui est un joueur qui adore le pouvoir, un petit peu dictatorial. Donc vous attendez à avoir beaucoup de déséquilibre. Je ne pense pas que, comme ce qu'il a dit, que c'est parce que les autres n'ont pas été performants. Mais pour une fois, on verra la vraie personnalité qu'il a. Parce que la saison dernière, ce n'était pas le tireur attitré des pénaltys. Mais on a vu se partageait à 3 ou à 4 même. Vinicius leur laissait parfois prendre les pénaltys. Il laissait parfois à Bellingham. Il laissait également à Kylian Mbappé. Ça, pour un petit peu montrer, je ne suis pas le seul. Je ne vais pas avoir tout le pouvoir. Maintenant, lui, apparemment, selon Marca, comme ce que vous avez dit, on lui a donné le titre de premier tireur de pénalty. On va voir maintenant ce que ça va donner. D'ailleurs, les problèmes de prolongation de Vini, même si il venait à peine de tenir une interview où il déclare vouloir rester au club pour toute sa carrière, il ne veut pas quitter, il va apprendre tout son temps jusqu'à ce que la prolongation soit faite, soit actée. Il dit qu'il n'est pas pressé, qu'il est là, il n'a pas de pression, mais ce n'est que des messages devant les médias. Moi, je m'attends, comme bien avant même la signature de Kylian, j'avais dit que ça allait créer un déséquilibre dans le vestiaire. Et après, on l'a vu cette saison, lui, il a brillé personnellement, ça n'enlève en rien ses qualités, mais l'équipe a souffert, l'équipe n'a pas répondu comme ce qu'on aurait souhaité. Vous l'avez dit, champion d'Europe, mais aussi champion d'Espagne en titre avant l'arrivée de Kylian. Aujourd'hui, il vient de sortir d'une saison, je ne qualifierais pas d'une honte, mais ce n'était pas du tout ce qu'on espérait. D'ailleurs, certains internautes... Sur le plan collectif. Voilà, mais lui, c'était catastrophique. Il a mis ses stats. Voilà, avec une humiliation également en Coupe du Monde des clubs face au Paris Saint-Germain. On s'attend avec un nouveau coach qui est arrivé, une nouvelle vision. Peut-être que ça va prendre, mais moi je reste toujours sur ma fin en ce qui concerne le vestiaire. Alors, Passy, le talent de Kylian n'est pas à discuter, c'est le meilleur buteur d'Europe la saison dernière. Oui. Alors, le groupe peut-il s'accommoder de ces privilèges qu'on a octroyés à Mbappé ou on risque carrément l'implosion dans ce vestiaire déjà fragile? Et ce sera l'implosion totale. Et on ne peut pas dire que c'est le déclin du Real, mais définir Mbappé comme le leader des vestiaires ou le leader de l'équipe, ce n'est pas Paris Saint-Germain. Ici, les Espagnols connaissant leur côté racisme. Sauf que c'est eux qui sont en train de lui accorder cela. Institutionnel également des clubs espagnols. J'y arrive, merci. Il va falloir que la direction fasse très attention parce que Mbappé, vous connaissez avec ses griffes, avec sa communication. Médiatiquement, il pèse. Oui, médiatiquement, il pèse. Mais, les autres également pèsent. Il faut pas se baser sur en tout cas sur cet argument. Je m'excuse. Il va falloir que la direction fait très attention parce que quand Mbappé devient leader, les autres ou lesquels il a trouvé... Le talent met tout le monde d'accord, il est le meilleur buteur de l'équipe. Quel talent? Mbappé dit oui, il est le leader, certes, mais d'autres disent que oui. Mais nous on est là. En fait, ça a toujours existé au sein du Real. Il marque plus de buts, mais est-ce que c'est le plus talentueux? Mais est-ce que c'est le plus talentueux? Le Real, la vérité, c'est le Real d'ailleurs a toujours brillé avant Mbappé. Oui. Mais quand Mbappé était là, le Real n'a pas brillé. C'est lui qui a brillé seul. Oui. Alors, comme il le faisait au Paris Saint-Germain. Hein. Alors, donc, il va falloir que cette institution du Real Madrid fasse très attention pour ne pas faire chavirer. On va permettre à Mané de s'exprimer par rapport à ça. Je l'ai vu bondir sur ce siège. Alors, c'est inquiétant pour ce Real-là où Mbappé, il a l'habitude de ces pressions-là. Il va naturellement endosser ça et puis donner le meilleur de lui-même. C'est inquiétant parce que voilà, les autres se sentent un peu vexés parce que avant l'arrivée de Mbappé, il y avait quand même ce collectif au sein du Real Madrid. Il y avait Jude Bellingham qui était décisif. Il y avait ce collectif qui jouait pour tout le monde. Mais à mon avis, cette saison avec le Real de Mbappé, le groupe était un peu déséquilibré. Donc, totalement déséquilibré. Donc, je pense à cette saison, on risque d'avoir une implosion au sein du Real parce que ça ne va pas ranger les choses. Alors, vous voudriez rebondir très rapidement? Je prends l'exemple sur son rival attitré, Erling Haaland par exemple, du côté de Manchester City. C'est celui qui marque pratiquement tous les buts. C'est le meilleur buteur depuis qu'il est arrivé au club. Mais ça ne fait pas de lui le premier leader de l'équipe. Il a certes des responsabilités, il prend des pénaltys, mais il n'y a pas que lui. Et il ne s'affirme pas comme le véritable patron, comme celui qui ne court pas, celui qui ne presse pas. On ne le voit pas. Et vous venez dans un club comme le Real où il y avait des véritables leaders, des stars, des mecs qui ont quand même donné 2 Ligues des Champions en 3 ans au club. Et finalement, c'est le Real. Ça. On leur regarde, on verra ce que ça va donner. C'est le président qui prend les décisions.
Et on s'attend à avoir encore une saison. C'est prémédité parce que... on va attendre. Peut-être pour clôturer sur ce sujet, clôturer toute l'émission, est-ce que l'arrivée d'Alonso, qui est... Bon, il est réputé être un entraîneur à poigne. Ouais. Est-ce qu'il peut mettre fin à cette Mbappé mania ou on va tout droit vers une implosion de ce vestiaire qui a des forces vives, des grands joueurs. Ouais. Il va falloir qu'il ait peut-être on va juger sa capacité à travers cette gestion-là. Oui, il va falloir qu'il ait le background de gérer cette institution parce que le Real est plus qu'un club. Hein. Il va falloir que Alonso il trouve les mots et qu'il faut pour gérer d'abord les vestiaires. Parce qu'on connaît Mbappé de sa sortie médiatique jusqu'à ce qu'il propose sur le terrain. Qu'il pèse gros médiatiquement. Au fait, c'est un libertin le jeune, c'est un libertin, carrément. Au fait, quand il est trop responsabilisé, aujourd'hui il est dirigé pour tirer les pénaltys, il a le numéro 10. Ça envoie psychologiquement le joueur au-dessus de ses coéquipiers et ça va créer des frustrations. Je pense que d'ailleurs les autres, il va falloir d'ailleurs qu'ils fassent beaucoup maintenant, 2 fois plus que ce que lui va donner sur le terrain pour être beaucoup plus reconnu et c'est clairement clos. Je pense que c'est définitivement le patron, le leader de l'attaque du Real Madrid et les autres soit devront s'en accommoder. Voilà, soit il se plie ou soit ça sera un départ. Alors, c'était un plaisir pour moi de conduire cette émission avec vous, Mané. Bon, merci de nous avoir accompagnés. Passy, merci. Et Souaib, merci. Et merci à tous. Et félicitations à Ruben Amorim. Alors, merci à tous ceux qui nous ont suivis, que ce soit à la télé, à la radio ou sur la page Facebook Kavi TV. Le sport continue. À partir de demain, on revient avec Amadou Major et Tour d'Europe revient le jeudi et le vendredi. Juste après moi, il y aura pas de congé, c'est réglé. Juste après moi, vous aurez Barama Ouahati Soumouni avec le doyen, le jeune Terna Kamara. Passez une excellente fin de journée.